Monsieur le directeur médical, mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette leçon d'adieu du professeur Jean-François Etter, professeur ordinaire au département de santé et médecine communautaire à l'Institut de santé globale de notre faculté. Et donc, au nom de la faculté, je vous souhaite la bienvenue. Jean-François Etter effectue des études en sciences politiques. Il est également titulaire d'une maîtrise en santé publique et d'un doctorat en sciences économiques et sociales. Avec tout ça, il rejoint la faculté en 1992 et est nommé professeur ordinaire en 2019. Pour moi, Jean-François, c'est un brillant exemple de la richesse et de la valeur d'une université polyvalente comme la nôtre et de son rôle envers la société. Il combine les compétences d'au moins 3 de nos facultés, je l'ai mentionné, médecine, sciences de la société, sciences économiques. Et avec ça, il a établi une base scientifique solide sur laquelle il a pu construire des stratégies et des outils innovants pour lutter contre le tabagisme. C'est un expert internationalement reconnu dans l'étude de la dépendance au tabac et dans le développement et l'évaluation des interventions de prévention du tabagisme. Il est également innovateur des interventions individualisées et du soutien informatique pour le changement de comportement, en utilisant, en tant que pionnier, je dirais, l'Internet et surtout les applications sur les appareils mobiles. Son site stoptabac.ch et les différentes apps qui y sont associées sont une référence du domaine. Il est un pionnier de la recherche sur les cigarettes électroniques également, et l'un des premiers à explorer de nouvelles indications pour la thérapie de remplacement de la nicotine, notamment pour réduire la consommation de tabac chez les fumeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter de fumer. Il est par ailleurs auteur de plus de 150 publications scientifiques ainsi que d'un livre remarqué sur les cigarettes électroniques. Et puis, du côté de la faculté, il joue un rôle important dans l'enseignement en tant que responsable du MAS, le Master en études approfondies universitaires en santé publique. Et puis, last but not least, depuis 3 jours, il est maintenant nommé professeur honoraire de notre faculté et nous en sommes très fiers. Mais Jean-François, c'est aussi la modestie, le calme, la persévérance dans un terrain souvent émotionnel. C'est un véritable sens de l'écoute, une curiosité authentique, couplée à un humour généralement au 2e degré, et qui en fait un interlocuteur précieux et pour des conversations bien au-delà de ses domaines d'expertise. Merci Jean-François pour tout ce que tu as apporté à l'université, à l'Institut de santé globale, à toutes les personnes que tu as côtoyées et bien entendu à toutes celles et ceux que tu as pu équiper de connaissances scientifiques et d'outils pour lutter contre le fléau du tabagisme. Merci et puis je te passe la parole pour cette leçon qui va nous passionner, j'en suis sûr. Merci Antoine pour cette aimable présentation. Monsieur le doyen, monsieur le directeur médical DHUG, monsieur le vice-doyen, monsieur le directeur de l'Institut de santé globale, je vous remercie, mes chers amis, chères familles, chers collègues, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui pour ce moment important dans une carrière, la leçon d'adieu. C'est le moment où on tourne la page, c'est un moment important. Je vous remercie, je suis très touché par votre présence à tous aujourd'hui. Alors, je suis professeur de santé publique, je m'intéresse à ce dont les gens tombent malades et ce dont ils meurent. Et ici, vous avez les données du projet Global Burden of Disease, un projet publié dans les meilleurs journaux scientifiques qui montre les causes de mortalité pour la Suisse. Vous voyez en bleu les maladies non transmissibles. On meurt peu en Suisse de maladies infectieuses ou de traumatismes. On meurt beaucoup de maladies cardiovasculaires, environ entre un tiers et un quart de la mortalité. On meurt beaucoup de cancers, aussi un tiers à un quart de la mortalité totale. Et puis parmi les cancers, c'est le cancer du poumon qui tue le plus. Ici, on a la part attribuable au tabagisme, surtout à la cigarette, au tabac combustible. Et vous voyez que la plupart des cas de cancer du poumon, une bonne partie des autres cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires aussi, sont causés par le tabac, à tel point que parmi les facteurs de risque qui causent le plus de décès et d'invalidité en Suisse, eh bien, le tabac figure en tête avant les facteurs de risque liés à l'alimentation et à la sédentarité. C'est donc un problème prioritaire de santé en Suisse, puisque c'est 1 décès sur 7 qui sont causés par le tabac, c'est 9500 décès. La pandémie aussi
c'était à peu près 10 000 à un peu plus de 10 000 de décès. Mais là, on n'a pas arrêté le pays parce que chaque année, année après année, il y a 9 500 décès causés par le tabac. Et c'est un problème de santé globale aussi. C'est un problème européen en jaune. Ici, chaque disque représente le nombre de décès par cancer du poumon chez les hommes. Et vous voyez que c'est largement un problème asiatique et chinois. Et puis, ça va devenir un problème de plus important dans les pays à moyen et faible revenu, parce que les femmes, traditionnellement, en Asie, ne fumaient pas, mais elles se mettent à fumer maintenant, les jeunes femmes, comme les jeunes femmes occidentales. Et donc, il est prévu que cette mortalité causée par le tabagisme va doubler dans les prochaines décennies dans ces pays. Alors, que faire face à cette catastrophe de santé publique? Eh bien, un problème politique, puisqu'en somme, c'est un produit manufacturé qui est vendu, qui est encadré aussi par une législation. Donc, face à un problème politique, la réponse de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une réponse politique. C'est la Convention cadre anti-tabac de l'OMS en 2003, une convention dont les États parties s'engagent à modifier leur législation nationale pour réduire le tabagisme. Dans cette convention, il y a un paquet de mesures, et si on applique toutes ces mesures, eh bien, on arrive à réduire le tabagisme. C'est la hausse des taxes, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les interdictions de publicité, les avertissements sanitaires, le monitorage aussi, la mesure de la prévalence, la mesure de l'efficacité des interventions. Quelles sont les réponses dans notre beau pays à ce problème prioritaire de santé? Eh bien, la Suisse, en blanc, est parmi les rares États au monde qui n'ont pas ratifié la Convention cadre de l'OMS, avec les États-Unis qui ne ratifient aucun traité international, mais qui mettent quand même en place des mesures importantes pour réduire le tabagisme. Ici, on a la Tobacco Control Scale, c'est une échelle qui mesure les efforts de chaque pays européen, de 37 pays européens, pour réduire le tabagisme, donc c'est les mesures qu'on vient de lister. Et là, vous voyez que aussi bien en 2019 qu'actuellement, ou en 2021, la Suisse est tout en bas du classement. Donc la Suisse est le pays ou parmi les 2 pays qui en font le moins en Europe pour résoudre ce problème. Ici, vous avez le Global Tobacco Industry Interference Index. C'est un indice qui mesure les efforts des pays pour lutter contre l'influence politique de l'industrie du tabac. Ici, il y a 80 États comparés dans le monde entier. Et vous voyez que la Suisse, j'ai agrandi ici cette partie, se classe avec le Japon et la République dominicaine dans les pays où l'influence du tabac est la plus importante. Le problème, il est ici, il est au Parlement fédéral. Le Conseil fédéral a soumis à ce Parlement une loi sur les produits du tabac. Il a fallu 6 ans au Parlement pour vider cette loi de son contenu. Et après 6 ans, ils ont accepté une loi qui, à mon sens, ne réduira pas la proportion de fumeurs dans la population. Le résultat, c'est celui-ci, et ça, c'est la proportion de femmes à droite et d'hommes à gauche qui fument en Suisse. Et vous voyez que depuis le début des mesures par l'enquête suisse de santé, chez les femmes, ça ne bouge pas. Il y a environ un quart de la population féminine adulte qui fume, et chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes, c'est beaucoup plus près de 40%. Chez les hommes, ça a baissé un peu au début des années 2000. Actuellement, il y a un peu plus de 30% et ça ne bouge pas depuis une quinzaine d'années. La prévalence ne bouge plus. Pourtant, réduire le tabagisme, c'est possible. Il y a des interventions efficaces et efficientes aussi. Si on prend des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, qui dans les années 90 avaient aussi entre 25 et 30% de fumeurs dans la population, eh bien, ils ont réussi à réduire de moitié, et ils ont aujourd'hui une quinzaine de pourcents seulement de fumeurs dans la population. Si vous prenez ici les jeunes Américains de 18 ans en rouge, vous voyez que dans les années 90, il y avait un quart de ce groupe qui fumait la cigarette tous les jours, et aujourd'hui, on a pratiquement éradiqué la consommation quotidienne. Il n'y a plus que 3% de fumeurs quotidiens dans ce groupe aux États-Unis. C'est aussi des mesures qui sont coût-efficaces. Et ça, c'est une affirmation de l'Office fédéral de la santé publique. Ils ont conduit une étude sur cette question et ont conclu que chaque franc investi dans la prévention du tabagisme présente une utilité avérée de 41 francs, parce qu'il y a moins de maladies, moins de traitements médicaux, moins de pertes de productivité. Et si on prend juste les traitements médicaux, cette fois-ci des interventions du médecin, dans ce cas,
pour prévenir l'infarctus du myocarde, eh bien, on voit que le bref conseil pour arrêter de fumer, éventuellement accompagné d'une prescription de substitut nicotinique, est très coût-efficace. Ça coûte quelques centaines à un millier de dollars d'intervention pour produire une année de vie supplémentaire chez un patient, alors que les traitements de routine de prévention de l'infarctus du myocarde peuvent dépasser les 10 000, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars en comparaison. Donc des mesures efficaces et coûts efficaces. Je voulais profiter de cette leçon d'adieu pour vous présenter un très bref survol de mes activités de recherche pendant 30 ans dans ce domaine-là. Quelques exemples parmi plus de 180 articles peer-reviewed publiés, des études où j'étais l'investigateur principal. Alors, les 180 études ont été faites en collaboration avec des collègues en Suisse, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. Ceux avec qui j'ai collaboré le plus souvent, c'est John Hughes dans l'État du Vermont aux États-Unis, Yasser Kazal à Lausanne et au début de ma carrière, Thomas Pernegger. Alors, vous me direz, on sait ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'il faut encore de la recherche dans ce domaine-là? Eh bien parce que la situation change. Il y a de nouvelles technologies qui apparaissent sans arrêt, à un rythme très rapide. Les jeunes générations diffèrent des générations précédentes. Il y a des nouvelles politiques qui sont mises en œuvre. Donc, il est important de cerner la situation ici et maintenant, de manière à proposer des interventions qui sont adaptées, qui sont acceptables, qui sont efficaces, et pour aider les décideurs politiques, les cliniciens, les fumeurs, à prendre des décisions bien informées et basées sur les faits, sur la réalité. Commençons par les interventions pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Je vais vous présenter un essai randomisé et une méta-analyse. Les substituts nicotiniques. Ici, on a un timbre transdermique, un patch, un inhalateur et un chewing gum. C'est des médicaments qui fournissent une nicotine propre, sans fumer, et qui sont destinés donc à aider les personnes à arrêter de fumer. Pourtant, beaucoup de fumeurs veulent arrêter, ou ne veulent pas arrêter, ou n'y parviennent pas malgré de multiples tentatives. Et parmi ce groupe de noyau dur de fumeurs, certains veulent cependant réduire la consommation de cigarettes par jour. Alors au moment où on a conduit cette étude, c'était en 2000, les substituts nicotiniques étaient prévus seulement pour arrêter de fumer. Il fallait d'abord arrêter, et après on prenait ces médicaments pour prévenir la rechute. C'était pas encore autorisé pour la réduction de la consommation de cigarettes, et donc on a fait le deuxième essai randomisé jamais conduit au monde pour tester l'efficacité de ces produits pour réduire le nombre de cigarettes par jour et non pas pour arrêter de fumer. Et on a fait ça en population générale, donc pas dans un milieu clinique, mais dans la population générale, auprès de fumeurs ne souhaitant pas arrêter de fumer. Donc on a recruté 923 fumeurs très dépendants de plus que 20 cigarettes par jour dans la population générale qui n'avaient pas l'intention d'arrêter de fumer, et on les a répartis par tirage au sort dans 3 groupes. Un groupe qui a reçu pendant 6 mois des patchs, des chewing-gums ou des inhalateurs de nicotine à choix. Un groupe qui a reçu des produits placebo, des produits d'apparence similaire mais sans nicotine. Et l'originalité de cette étude, c'était aussi d'avoir un 3e groupe randomisé sans traitement pour mesurer la taille de l'effet placebo. Donc ce tirage aléatoire, random en anglais, permet de constituer 3 groupes qui sont absolument semblables, avec le même nombre de fumeurs fortement dépendants et moins dépendants, etc. Si bien qu'à la fin du traitement, après 6 mois, on peut attribuer toute la différence entre les groupes au traitement et pas à d'autres causes. C'est la façon la plus forte d'établir l'efficacité d'une intervention. Ils ont reçu ces produits dans un contexte aussi proche que possible du contexte où ils les achètent en pharmacie sans ordonnance, ou aux États-Unis, par exemple, ils les trouvent dans les drugstores. Donc là, il n'y a absolument aucun conseil, on achète juste le produit. Donc ils n'ont pas reçu dans cette étude ni de visite en personne, ni d'appel téléphonique de soutien. Ils ont reçu les médicaments par la poste avec une brochure, et on les a suivis après 3 mois, 6 mois et aussi 26 mois par la poste aussi, avec un taux de réponse lors de suivi de 95%, donc un taux très très élevé de réponse. Les résultats, donc ces personnes fumaient en moyenne 30 cigarettes par jour, et vous voyez que après 3 mois et 6 mois, ils ont réussi à arrêter. Il y avait un effet placebo aussi important et une différence statistiquement significative entre les 3 groupes. Donc le traitement a permis de réduire la consommation
des cigarettes, et cet effet est resté significatif 26 mois après le début du traitement et 20 mois après la fin du traitement. Ces résultats ont été utilisés pour enregistrer cette nouvelle indication de la substitution nicotinique. Donc, l'étude a contribué à modifier la réglementation dans plusieurs pays. C'est aussi l'un des rares essais randomisés qui a mesuré la taille de l'effet placebo. Donc, cette étude est aussi citée dans la littérature sur l'effet placebo, puisque tous médicaments confondus, il y a très peu d'études dans la littérature qui ont procédé de cette manière avec un troisième groupe sans traitement. Alors, vous me direz que réduire la consommation ne suffit pas, c'est une approche de réduction des risques, mais il faut arrêter de fumer pour avoir un effet sur la santé, c'est vrai. Alors, une méta-analyse du groupe Cochrane, donc une étude qui a regroupé et fait une sorte de moyenne d'études similaires, ultérieures à la nôtre, a conclu que cette approche, donc là, la substitution nicotinique pour la réduction, augmente aussi les chances d'arrêter de fumer chez des fumeurs du noyau dur qui n'ont pas l'intention d'arrêter. La citizine. Voilà, c'est une étude dont je suis assez content, je dois dire. Ici, vous avez la fleur du cytise. C'est un arbre décoratif qui produit ces jolies grappes de fleurs jaunes dans les jardins au printemps. Et quelques temps plus tard, on voit apparaître le fruit, ce petit haricot avec des graines qu'on distingue un peu à l'intérieur. Et là, ces graines sont empoisonnées, en somme. C'est une guerre chimique entre les plantes et les insectes. La citizine qui est dans ces graines est un insecticide naturel. Les plantes tuent les insectes en agissant sur leur système nerveux. Et tout comme la nicotine, du reste, c'est aussi un insecticide naturel. Et donc, ça agit sur le système nerveux des insectes pour les tuer, mais ça agit aussi fortement sur le système nerveux humain. Et la varenicline, qui est le dernier médicament introduit pour arrêter de fumer, est proche aussi chimiquement de ces substances. Donc, ces trois substances sont proches chimiquement et pharmacologiquement. Le CITES, dans les pays d'Europe de l'Est, on l'appelait le faux tabac, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait pénurie de tabac, les gens fumaient ces feuilles pour atténuer leur besoin de fumer. Et il en est sorti un médicament, le Tabex, qu'on voit ici, fabriqué en Bulgarie et commercialisé depuis les années 60 en Bulgarie, Pologne, Allemagne de l'Est et Russie pour arrêter de fumer. Et si vous prenez les revues de littérature en anglais antérieures à notre méta-analyse, eh bien, elles ne citaient pas la citizine, alors que c'était utilisé depuis déjà des dizaines d'années. En fait, avant 2006, c'était même pas cité. Alors, après avoir pris connaissance de la citizine dans un congrès à Prague, je me suis mis à rechercher les articles sur la question. Et c'était des articles qui étaient publiés en allemand, en bulgare, en polonais ou en russe. Je les ai fait traduire. J'ai regardé ensuite dans les listes de référence. J'ai téléphoné aux auteurs qui étaient encore vivants. Et j'ai pu trouver 10 articles d'efficacité, dont 3 essais randomisés avec placebo, le plus ancien datant de 1968. Donc, le premier essai randomisé jamais réalisé sur un médicament pour arrêter de fumer, c'est l'essai randomisé fait en Allemagne de l'Est dans les années 60 et publié en 68, 5 ans avant le premier essai randomisé fait en Suède sur le chewing-gum à la nicotine. Et les résultats de la méta-analyse sont là. Donc, une méta-analyse, c'est une synthèse quantitative d'études quantitatives, une sorte de moyenne, si vous voulez. Et vous voyez qu'il y a un effet homogène des 3 études avec ici la preuve que ce médicament double environ les chances d'arrêter de fumer après 2 mois, donc à la fin du traitement, basé sur des études parues dans les années 60 et 70, toutes conduites en Allemagne de l'Est. L'efficacité et la sécurité de la citizine ont été confirmées par des essais randomisés et une méta-analyse récente. Donc, il y a un renouveau de l'intérêt pour ce produit-là, d'autant plus qu'il est bon marché, c'est une substance facile à extraire, naturelle, non brevetée. Et il y aura un prochain enregistrement de la citizine aux USA, dans l'Union européenne, et les collaborateurs d'Achieve Life Science, la boîte qui a fait les études pour l'enregistrement, m'a dit qu'aussi en Suisse. Donc, on aura probablement bientôt, pour la première fois depuis 20 ans, un nouveau médicament pour prescrire, pour arrêter de fumer. Et puis, ça me conduit à une autre réflexion, c'est-à-dire que Sopharma a failli arrêter la production du Tabex, parce que, bon, il y avait les médicaments qui venaient d'Europe de l'Ouest. À la chute du communisme, il y a beaucoup de médicaments qui ont plus été produits parce qu'ils ont été remplacés par des médicaments venant d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis. Et donc, un bon endroit pour chercher des nouvelles substances, eh bien,
c'est dans les archives des journaux scientifiques des pays ex-communistes. Protéger les gens contre l'exposition passive à la fumée. En 1996, on fumait encore à l'université, dans les couloirs, dans les cafétérias, dans certains bureaux, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors, je suis allé voir Jean-Charles Riel, qui était le directeur du CIPRET à l'époque, et ensemble, on est allé voir le recteur de l'époque, qui était le professeur Luc Pognier, et on a présenté ce projet donc de Université sans fumée, avec une étude d'évaluation pour accompagner ça. Donc, on a fait une étude avant-après avec groupe témoin, où certains bâtiments, certaines facultés restaient comme d'habitude, ils continuaient à fumer, et dans d'autres bâtiments, d'autres facultés, eh bien, on a introduit une interdiction de fumer, interdiction partielle, parce qu'à cette époque-là, on disait, mais il y aura trop d'opposition, ça va créer des conflits entre les fumeurs et les non-fumeurs, on va quand même mettre des zones fumeurs. Donc, c'était interdiction avec zone fumeur. Et donc, on a interrogé 1850 étudiants avant et 1850 4 mois après l'intervention. Et puis, on a vu qu'en fait, ces craintes étaient infondées, que les relations entre les fumeurs et les non-fumeurs se sont en fait améliorées, que l'intervention était tout à fait acceptable et que ça réduisait à la fois l'exposition à la fumée et puis l'impression d'être gêné par la fumée. Ça, vous voyez que dans le groupe exposé en gris, il y a un peu plus de gens qui disent qu'ils sont moins gênés par la fumée qu'avant. L'effet n'est pas absolu, bien sûr, puisqu'on continue à fumer, puis ce n'était pas complètement respecté. Il a fallu plusieurs années, jusqu'en 2004, en somme, pour qu'il y ait un règlement qui vienne interdire de fumer dans tous les bâtiments de l'Université de Genève. Mais enfin, on n'est pas revenu en arrière, et peu à peu, on a progressé. Avertir, maintenant, avertir sur les dangers de la cigarette, c'est toujours nécessaire, parce que les gens les sous-estiment ou les ignorent. Là, on a fait une intervention basée sur la science. La science nous dit que les spots TV, en particulier, qui sont les plus efficaces, ont 3 ingrédients. Un ingrédient, c'est de parler directement des risques, sans détour. Pas de parler de l'inconfort, mais des risques, des maladies. De le faire avec des témoignages de personnes à qui on peut s'identifier. Et puis, il ne faut pas seulement faire peur, il faut un 3e ingrédient qui est de présenter une solution, présenter une porte de sortie. Et si vous avez ces 3 ingrédients, bien, la science dit que vous avez une efficacité qui est plus importante. Alors, on a cherché des personnes qui étaient d'accord de témoigner, ce n'était pas évident de les trouver, des malades. On les a fait filmer par une entreprise professionnelle. Ensuite, on a obtenu l'argent auprès du Fonds de prévention et tabagisme pour faire une campagne très intense, donc une forte pression, avec 409 passages en quelques semaines sur la télévision suisse romande de la première chaîne, RTS 1, avec un ciblage sur l'ensemble de la population, mais en particulier sur les personnes les moins riches et les moins éduquées. Donc les publicitaires ou la RTS ont un outil qui s'appelle Sinus Milieu qui permet de cibler. C'est une intervention, parce que les autres interventions souvent ne touchent pas les personnes moins riches et moins éduquées. Donc là, ça ciblait ce groupe en particulier. Je vous montre le spot. Vers 50 ans, je commençais à perdre ma voix plus en plus souvent. Un jour, on m'a annoncé que j'avais un tumeur derrière mes cordes vocales. Aujourd'hui, grâce aux prothèses vocales, je peux m'exprimer. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, il y en avait 6 comme ça, je n'ai pas le temps de vous les passer tous les 6. Mais on a fait une évaluation aussi, une évaluation indépendante parce que c'est nous qui avions fait la campagne, donc c'est l'Institut Démoscope qui a fait de façon indépendante l'évaluation, avec une étude avant-après avec groupe témoin. Le groupe exposé à l'intervention, c'était la Suisse romande, le groupe témoin, c'était la Suisse alémanique, où il n'y a pas eu une campagne du même genre. Ils ont pris 4 échantillons représentatifs, aléatoires de la population, donc 4 modèles réduits de la population générale, si vous voulez, par tirage au sort, 4 fois 1000 personnes, donc 1000 avant et 1000 après en Suisse romande et en Suisse alémanique, avec un taux de réponse de 41%. Ici, on voit les résultats que avant la campagne, eh bien, aussi bien, donc en 2000... attendez.
en 2012, avant la campagne, aussi bien en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, il y a peu de gens qui répondaient avoir vu au cours des 3 derniers mois des spots TV montrant des témoignages de fumeurs. Après la campagne, vous voyez que 58% des gens s'en rappelaient. Donc une campagne avec un gros impact, déjà une forte pression, 409 passages, c'est le maximum de pression, ils nous ont dit on ne peut pas faire plus. Plus de la moitié des gens se rappelaient de la campagne 3 mois après. Et puis ça, l'objectif de la campagne, c'était donc d'augmenter la perception des risques. Et les questions portaient sur les témoignages. Il y avait un témoignage d'une personne qui étouffait avec la BPCO, un cancer du poumon, etc. Et vous voyez qu'en population générale, il y avait un effet mesurable. Donc, dans la population générale, on a augmenté entre 3 et 5%, et c'était à chaque fois statistiquement significatif, la proportion de fumeurs qui craignaient d'être atteints de ces maladies. En Suisse alémanique, pas de changement, comme on s'y attendait. Donc voilà une campagne qui a eu un impact mesurable dans la population générale. Malheureusement, l'Office fédéral de la santé publique n'a pas continué à financer ça. Ils ont préféré confier à des agences de communication qui ont l'habitude de vendre des produits les millions, parce que ça coûtait beaucoup plus cher les autres campagnes. À mon sens, elles n'ont pas d'effet. Enfin, ils n'ont pas démontré un effet de ce genre-là, en tout cas. Alors, l'OMS omet dans sa stratégie, à mon sens, les nouvelles technologies. Il y a une révolution technologique dans ce domaine-là, avec l'apparition de toutes sortes de produits qui fournissent de la nicotine sans la combustion, notamment des cigarettes électroniques. C'est des produits avec un réservoir ici qui contient un liquide qui a de la nicotine et des arômes, et l'appareil vaporise ça. Il y a un aérosol qui sort ici qu'on peut inhaler. Ça, c'est des box modes, des produits pour les usagers expérimentés. Ça, c'est Juul, un produit qui a beaucoup de succès aux États-Unis avec un tout petit réservoir, mais qui contient un liquide avec une nicotine très concentrée. Et puis ça, c'est des puff bars, des produits jetables qui ont un succès auprès des jeunes. Voilà les données du monitorage des addictions, où on voit les aides utilisées par les fumeurs lors d'une tentative d'arrêt. Et c'est les dernières données disponibles, 2015, parce que le monitorage des addictions, qui était un outil essentiel pour les professionnels du domaine, a été supprimé. Donc il n'y a plus de financement, il n'y a plus cet outil qui mesurait année après année les prévalences, les consommations, les comportements. On n'a plus cet outil. C'est le M de Empower. Et vous voyez que déjà, il y a 8 ans, en rouge, les cigarettes électroniques étaient le produit le plus utilisé lors d'une tentative d'arrêt, surtout chez les hommes et surtout en Suisse romande. Pas en Suisse alémanique, mais surtout chez les hommes en Suisse romande. C'était déjà, il y a 8 ans, le produit le plus utilisé. Donc, il faut être proche de son public. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Il faut tenir compte de ça. Il y a d'autres produits qui arrivent sur le marché. Ici, vous avez un produit qui chauffe le tabac. Vous avez une petite cigarette de tabac dans cet appareil qui chauffe. Et ça produit un aérosol aussi contenant de la nicotine et des arômes. Ça, c'est du snus. C'est un petit sachet qu'on place entre la joue et la gencive. Il peut y avoir soit du tabac, soit comme ici, juste une poudre de nicotine. Mais ça, c'est un produit de l'industrie du tabac. Donc, vous voyez qu'il y a un produit ici qui ressemble quand même beaucoup à un chewing-gum à la nicotine, mais le chewing-gum, il est soumis à toute la lourde réglementation sur les médicaments, alors que ça, c'est un produit du tabac. Donc, vous avez une diversité de produits maintenant, une inventivité, une très forte compétition entre les producteurs qui fait qu'il y a sans arrêt des nouveaux produits. Et ça a un impact énorme sur le marché. Ici, vous avez le nombre de cigarettes combustibles vendues au Japon au cours des 10 dernières années. Et vous voyez que si on remonte juste à 2020, entre 2013 et 2020, vous avez une réduction de moitié de la consommation de cigarettes combustibles au Japon. Et ce n'est pas à cause des mesures de la Convention cadre. Le Japon, on l'a vu tout à l'heure, c'est un des pays les plus soumis à l'influence politique de l'industrie du tabac. C'est juste un déplacement entre produits. Les produits de tabac chauffés ont été adoptés avec beaucoup d'enthousiasme par les fumeurs japonais. Mais quand même, si l'ennemi, c'est la combustion et la cigarette combustible, vous avez un impact très spectaculaire ici qu'on devrait célébrer. Mais bon, tout le monde n'est pas favorable à la réduction des risques. Alors la prévalence de fumeurs n'a pas changé autant, puisque les utilisateurs de tabac chauffé sont quand même comptés comme fumeurs. Ici, par contre, c'est des données de prévalence du tabagisme, de smoking, donc la cigarette, parmi les jeunes femmes en Norvège. Et vous voyez que dans ce groupe d'âge, 18-24 ans, en 20 ans à peine, vous avez pratiquement une disparition du comportement. Il y a pratiquement
plus, on est à 1%, il y a pratiquement plus de jeunes femmes qui fument en Norvège. C'est un impact vraiment très spectaculaire. Alors, elles n'ont pas arrêté de consommer du tabac pour autant. Elles sont nombreuses à utiliser du snus, qui est ce produit à usage oral. Mais tout de même, c'est quand même beaucoup moins dangereux. On n'inhale pas de la fumée. Parce que l'ennemi, c'est la combustion. Le problème, c'est la combustion. Comme le disait Michael Russell, un des pionniers dans ce domaine-là, les gens fument pour la nicotine, mais meurent à cause du goudron. On pourrait ajouter aussi à cause des gaz toxiques et monoxyde de carbone qui sont dans la fumée. Donc, il faut permettre aux gens d'obtenir cette nicotine sans la combustion. On ne va pas se débarrasser de ce produit. Dès l'arrivée du tabac en Europe au XVIe siècle, le tabac s'est répandu dans toute l'Europe très très rapidement. Le produit a un grand succès. Les gens apprécient la nicotine parce qu'ils recherchent ses effets ou ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce qu'ils sont addicts. Mais enfin, on ne va pas se débarrasser de la nicotine. Il faut juste permettre aux gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter d'en consommer de l'obtenir sans la combustion. Maintenant, le paysage, c'est compliqué parce que Big Tobacco, les grandes industries du tabac, investissent par dizaines de milliards de dollars ou de francs dans la recherche et le développement et la construction d'unités de production. C'est par dizaines de milliards, c'est énorme comme changement sur ce marché-là. Donc, Big Tobacco aussi, on l'a vu, c'est aussi l'ennemi parce qu'ils ont un historique très lourd de saboter les mesures de prévention du tabagisme. Donc, le paysage s'est beaucoup complexifié et appelle aussi une réponse sophistiquée et complexe pour résoudre ce problème. Ces nouvelles technologies présentent à la fois des menaces et des opportunités. Parmi les opportunités, j'ai mis l'implication de Big Tobacco et aussi dans les menaces. Dans les opportunités, parce qu'ils investissent beaucoup d'argent, ils portent un discours de réduction des risques en affirmant qu'ils veulent déplacer le marché de la cigarette et ils le font. Ils le font. Au Japon, la moitié du marché de la cigarette a disparu. Mais aussi dans les risques, bien sûr, puisque voilà, ils continuent quand même à s'opposer à toute mesure de prévention, à saboter les législations. Dans les opportunités, le fait que les cigarettes électroniques et le snus aussi sont quand même nettement moins dangereux que les cigarettes. Pour le tabac chauffé, je pense qu'il faut attendre un peu avant de conclure. Que les cigarettes électroniques sont efficaces pour arrêter de fumer. Là, il y a une revue Cochrane sur le sujet, donc je pense que l'évidence est assez forte pour affirmer que ça double à peu près les chances d'arrêter de fumer. Et puis dans les menaces, alors c'est l'argument principal qui est opposé à cette approche de réduction des risques, c'est que les jeunes vont commencer à fumer la cigarette après s'être initiés à la nicotine via ces produits, le fameux effet passerelle. C'est quand même une substance addictive, la nicotine, il y a une toxicité propre de ces produits, c'est pas zéro risque, c'est une réduction des risques. Et puis, dans les menaces, je mets aussi la division entre les experts, parce qu'il y a deux camps qui sont très farouchement opposés, les discussions sont très très vives entre les partisans de la réduction des risques et les opposants. Et ça, c'est une menace parce que ça discrédite et ça sabote beaucoup l'impact de la recherche sur la décision politique, je trouve. Je n'ai pas le temps de vous présenter toutes les études sur la cigarette électronique que j'ai faites. J'en ai publié plus de 40, plus un livre sur le sujet. J'ai publié parmi les toutes premières études qui décrivaient les utilisateurs, qui les utilisent, grâce au site Stop Tabac du reste. Avec le site Stop Tabac, on a pu recruter, dès que ça a commencé à pointer son nez, ces nouvelles technologies, on a pu tout de suite recruter beaucoup d'utilisateurs. Ça m'a permis et c'est un de mes articles les plus cités, de décrire tout au début qui utilise ces produits, pourquoi ils les utilisent, comment ils les utilisent. Voilà une description très détaillée de ces produits-là. J'ai écrit aussi un article théorique sur l'effet passerelle, en réfléchissant à quelles études il nous faudrait pour prouver cet effet passerelle, parce qu'on ne peut pas randomiser des adolescents à vapoter ou pas vapoter. Donc c'est des études observationnelles avec toutes leurs limites. Et c'est un article aussi souvent cité où je réfléchis et je propose des solutions pour documenter cet effet passerelle, et je pense qu'on n'arrivera jamais à vraiment le démontrer. Donc ça restera polémique toujours, à mon sens. J'ai conduit des études longitudinales aussi. J'ai soumis récemment une étude où on a suivi pendant 8 ans les vapoteurs. Je pense que c'est l'étude la plus longue de la littérature actuellement. On n'a pas seulement recueilli des questionnaires, on a aussi recueilli de la salive par la poste chez ces personnes-là pour mesurer la cotinine, un métabolite de la nicotine, et donc pour mesurer leur exposition à la nicotine. Une étude sur la dépendance à la e-cigarette
et une étude avec l'Institut de santé au travail à Lausanne sur le contenu et les toxicités des liquides, etc. Voilà, quelques mots sur les études bibliométriques. Donc, les études bibliométriques, c'est des études qui comptent le nombre de citations à un article ou le nombre de fois où un chercheur est cité. Alors, c'est une mesure bien imparfaite de l'impact de la science, bien sûr, mais avec tous ses défauts, c'est une mesure qui est utilisée tout de même. Et j'ai eu le plaisir, à la fin de ma carrière, de voir que 3 études bibliométriques distinctes, tout à fait indépendantes de nous, m'ont bien classé. Donc, une étude ici a regardé qui étaient les auteurs les plus cités de toute la littérature scientifique sur le thème tobacco control, donc prévention du tabagisme. Et j'ai eu le plaisir de voir que j'étais le 27e le plus cité dans cette littérature-là. Une autre a regardé qui étaient les auteurs les plus cités dans la littérature scientifique sur la cigarette électronique. J'ai eu le plaisir de voir que j'étais le 3e auteur le plus cité de ce domaine-là. Et puis, il y a une autre étude qui a listé les 100 articles les plus cités sur le tabagisme, publiés au cours des 25 dernières années, articles scientifiques, et j'ai eu le plaisir de voir qu'une de mes études figurait dans cette liste. Donc voilà, une satisfaction quand même à la fin d'une carrière de voir qu'il y a eu un petit impact quand même. J'ai aussi été actif dans la prévention. Je vous ai présenté 1 ou 2 interventions de prévention tout à l'heure, mais j'ai développé aussi longtemps avec mon équipe qui est ici, et merci à eux d'être venus et d'avoir collaboré avec moi pendant 25 ans. Le programme Stop Tabac depuis 1997. Donc ce programme, c'est un site internet et une appli pour smartphone pour aider les gens et les motiver à arrêter de fumer. On a transféré ce programme à l'Office fédéral de la santé publique et donc le financement est garanti puisque l'OFSP gère aussi la taxe qui est prélevée sur les cigarettes pour financer la prévention. Donc ça garantit le financement. J'espère qu'ils continueront à développer ce site. Au moment où on leur a transmis Stop Tabac, il y avait 300 000 visiteurs par mois sur le site web et 40 000 utilisateurs de l'appli. J'ai aussi, avec mon équipe, développé Stop Cannabis et Stop Alcool, des sites web et des programmes de prévention. Ils ont été transférés au GREA il y a quelques temps. Les représentants du GREA sont là. Merci d'être venus. Et ils ont réussi à obtenir un financement important pour ces programmes pour les prochaines années. Donc, ils pourront continuer à les développer. Donc, ça ne s'arrête pas. Et puis, 3 études d'évaluation ont regardé la qualité des sites web et des applis pour arrêter de fumer. Des études complètement indépendantes de nous, une étude américaine, une de Nouvelle-Zélande et une de Hong Kong. Et toutes les 3 ont classé les sites web et l'appli Stop Tabac parmi les 5 à 6 meilleurs au niveau mondial dans ce domaine-là. Une satisfaction aussi. Quelques mots sur l'enseignement. J'ai eu toujours beaucoup de plaisir au cours de ma carrière à enseigner aux étudiants en médecine. J'aurais donné sur toute la durée du cursus plusieurs enseignements en santé publique. Et on a aussi innové dans le domaine de la pédagogie. Pour la première fois dans la faculté, on a passé tout un cours semestriel dans le format de la classe inversée. On a fait ça avec le soutien de l'UDREM, que je remercie aussi. Mais les étudiants lisent un document avant de venir en classe. La classe commence par un petit test, 3 questions QCM pour vérifier qu'ils ont bien lu. Ça compte pour la note, comme ça les force à lire. Et après, on passe à des exercices en équipe d'application de la théorie. Ils discutent pendant 15-20 minutes pour résoudre un problème. Et après, l'enseignant fait discuter les équipes. Chacun doit défendre la réponse qu'il a donnée. Et c'est un enseignement actif. Les étudiants d'abord viennent, tous. Ensuite, ils ne regardent pas leurs emails. Ils font pas autre chose, ils sont actifs et quand un camarade dit quelque chose, c'est pas comme quand le prof dit, ils écoutent. Donc c'est un enseignement actif, on est très content de ce format d'enseignement. J'ai encadré aussi de nombreux doctorants en médecine et aussi doctorants en santé globale. Et puis j'ai repris il y a 4 ans la direction du master de formation continue en santé publique, un programme qui connaissait de graves difficultés à ce moment-là. Le recrutement était tombé à 6 à 8 étudiants par année. Depuis que je l'ai repris, on a fortement augmenté. Aujourd'hui, il y a 26, voire 27 inscrits. Donc, on a plus que triplé le recrutement dans ce programme. Et on a une excellente équipe enseignante et administrative. Ils sont là aujourd'hui.
On a recruté plus de 100 étudiants dans ce programme depuis que je le dirige. Et parmi les étudiants actuellement, on a un médecin cantonal adjoint, on a une dentiste cantonale. Donc le programme recrute son public cible, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une expérience clinique, ils arrivent à des postes responsabilité, médecin cantonal, ils sont peut-être pas à la base en épidémiologie, en communication, en économie de la santé. Et donc on leur propose ici une formation continue en cours d'emploi. Ils continuent à travailler, mais ils ont des cours théoriques et ils font des projets liés à leur travail sous la supervision de nos enseignants. Donc on touche le public cible. Et donc je remets Olivia Kaiser, la nouvelle directrice, un programme en très bon état de fonctionnement avec un fort recrutement et qui touche son public cible. Voilà, on arrive déjà à la conclusion. Donc ce problème prioritaire de santé, on peut le résoudre. C'est possible de réduire le tabagisme. Il y a des interventions efficaces et efficientes. On peut y arriver. Pourtant, la situation en Suisse, à mon sens, elle n'est pas acceptable. Elle n'est vraiment pas acceptable. Il faut la changer. Mais pour ça, il faudrait de la volonté politique. Il faudrait y mettre les moyens aussi. Et puis, je pense que les produits sans combustion ont leur rôle à jouer, mais il faut bien les accompagner. Ces produits doivent être bien accompagnés, aussi bien au niveau législatif, qu'au niveau de la formation, notamment des professionnels de santé, etc., à tout niveau. Et il est important aussi, je pense, pour améliorer cette situation, de continuer à faire une recherche pertinente, utile et de qualité pour que les débats et les décisions soient basés sur les faits et pas sur l'idéologie. Quelques pistes pour l'action et pour la réflexion. Je prends ma retraite, mais le professeur Jean-Paul Humer qui est là aujourd'hui, merci, et la professeure Barbara Breurs prennent aussi de leur retraite ou quittent l'université. On travaille tous dans le domaine du tabagisme et pour Barbara des addictions plus généralement. Donc ça va faire une lacune. Je pense qu'il sera important pour la faculté de maintenir ou de renforcer les contenus sur le tabagisme et plus généralement sur les maladies non transmissibles dont meurent les gens en Suisse. Dans la formation graduée, dans la formation continue, dans la recherche aussi. Notamment parce que les leaders qui ont fait évoluer la législation et la politique sur le tabac, c'était souvent des médecins. Si vous regardez les premières lois contre la publicité qui ont été adoptées, c'était en France, dans les années 70, à l'époque où Simone Veil était ministre de la Santé, eh bien, derrière ces lois, il y avait des médecins, des cardiologues, des pneumologues. Madame Brundtland, qui dirigeait l'OMS à l'époque où la convention cadre a été adoptée, elle est médecin aussi. Donc les médecins, il faut les former pas juste parce que c'est des cliniciens, mais parce que c'est des leaders d'opinion aussi, parce que c'est eux qui comprennent l'importance des problèmes, ils peuvent être leaders d'opinion aussi, et ça concerne aussi bien la formation prégraduée que la formation continue à mon sens. En Suisse, pour résoudre ce problème, il faut développer la législation, il faudrait que la Suisse ratifie la convention cadre, mais auparavant, il faudra réduire l'influence de l'industrie du tabac, sinon je pense que le Parlement va pas. Actuellement, il a fallu une initiative populaire pour interdire la publicité visant les enfants, mais ce même Parlement s'emploie aujourd'hui à introduire quand même dans la loi qui applique l'article constitutionnel des lacunes pour qu'il puisse quand même y avoir de la publicité. Donc, il contre la volonté populaire. Il faut aussi de la recherche de qualité sur les nouvelles technologies qui remplacent la combustion pour qu'on maximise le potentiel de ces technologies et on minimise les risques. Il est important aussi de réfléchir à comment atténuer la division entre les experts autour de la réduction des risques parce que ça porte fortement préjudice, je pense, à l'impact de la science sur la décision politique. Voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie tous pour votre présence. Ça me touche beaucoup que vous soyez tous venus. Je remercie en particulier Madame Mandofia et Madame Bourguignon qui ont organisé si bien cette leçon d'adieu. Je remercie le directeur de l'Institut de santé globale, Antoine Flao, le décanat de la faculté de médecine, aussi la vice-doyenne Alexandra Calmi qui a supprimé aujourd'hui le colloque VIH pour que les participants puissent venir. Je vois Barbara là-bas, merci Barbara aussi. Et à l'université, qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont permis de mener à bien mes projets en toute liberté. Même si mon discours sur la réduction des risques ne plaisait pas à tout le monde, j'ai jamais eu la moindre interférence. Donc la liberté académique a été totalement respectée, et ça, c'est très appréciable.
Je remercie aussi le Fonds national de la recherche scientifique qui a soutenu mes projets sur presque toute ma carrière. Et pour les projets de prévention, le Fonds de prévention du tabagisme à l'OFSP et la Direction générale de la santé qui ont financé mes projets sur plusieurs dizaines d'années, en somme. Mes collaborateurs et collaboratrices, en particulier le staff du MAS en santé publique, Mathias Velli, Verena Carrara, Manuela Lagreca, Olivier Dupéret, Emilien Janot, Beat Stoll, Nadia Elia, Evelyne Fournier. Mes collaborateurs et collaboratrices du programme Stop Tabac, et Stop Alcool et Stop Cannabis pendant 25 ans. Evelyne Laszlo, qui a été nommée récemment directrice du CIPRET, donc à la suite de Jean-Paul. Félicitations Evelyne pour cette belle nomination. Et les informaticiens Vincent Beaujard et Victor Gabriel, les participants aux études, les étudiants, et last but not least, mon épouse Manuela et son fils Daniel, qui ont toujours été une source de joie et de soutien. Merci. Et continuons à collaborer. Merci. Il n'y a traditionnellement pas de questions à la fin des leçons d'adieu, donc je vous invite à prendre un verre juste ici dehors. Merci. Mais avant cela, le cadeau traditionnel des leçons d'adieu, Merci. avec 3 objets importants, en tout cas offerts par la faculté lourd, pour te remercier. C'est lourd. Alors, tu nous as bien montré cette créativité qui va chercher dans l'histoire des nouvelles sources d'inspiration pour découvrir des substances ou peut-être d'autres choses. Il y a là un livre qui retrace l'histoire de la médecine. Alors, ça vient de d'exposition de la Fondation Bodmer. Je ne doute pas une seconde que dans ces quelques kilos de papier, tu vas trouver quelques nouvelles idées que tu pourras ensuite transmettre à ceux qui prendront la suite de tes efforts. J'aurai le temps de le lire en tout cas. Maintenant. Ça, c'est sûr. Et puis, si tu as le temps aussi de sortir un petit peu, un survêtement aux couleurs de la faculté, et puis un petit gadget numérique, mais je crois que tu n'auras pas besoin de manuel d'utilisation, je crois que tu es assez calé dans le domaine. En tout cas, merci de nous avoir fait parcourir cette belle carrière qui a été la tienne, et puis voilà, ce plaidoyer, on te sent toujours aussi motivé. J'espère que tu vas motiver d'autres à prendre la suite pour ce combat qui est clairement pas encore fini, surtout en Suisse. Merci Antoine. Merci, et donc on se retrouve.